20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Thibaut Ajaguin. Pendant longtemps, ils ont été considérés comme moins à risque face à la Covid-19. Aujourd'hui, force est de constater que la santé des adolescents et jeunes adultes représente une source d'inquiétude évidente pour les autorités sanitaires, leur santé mentale en particulier. En décembre 2020, des spécialistes ont pris la peine d'appeler le gouvernement à passer à l'action pour que les concernés puissent accéder aux soins psychiatriques nécessaires. Résultat, toujours pas de cours en présentiel dans les universités et les étudiants sont de plus en plus isolés. Depuis début 2021, les consultations pour détresse psychologique ont augmenté, les tentatives de suicide des jeunes de moins de 16 ans aussi, tout comme l'augmentation du nombre d'hospitalisations pour troubles de l'humeur et bien d'autres. Il faut le savoir, en entrant dans l'âge adulte, les jeunes deviennent susceptibles de développer des troubles mentaux. Les étudiants sont particulièrement vulnérables et souffrent davantage de symptômes psychiatriques que les adultes, Par ailleurs, une étude récente publiée dans le magazine scientifique American révèle quelque chose. Les structures neuronales du cerveau associées à l'isolement sont similaires à celles de la faim physique. Donc dire qu'on est affamé de contact n'est en soi pas dénué de sens. La solitude, au même titre que la faim et la soif, est signe que nous manquons de quelque chose. Et comme justement la faim et la soif, l'isolement prolongé peut contribuer à une mort prématurée. Rien que ça. Cela peut être considéré par certains comme de la dépendance affective, mais nous sommes humains. Et le lien social nous aide à nous épanouir en tant que tel. Alors, si la solitude peut avoir du bon, personne n'a vraiment besoin de se sentir complètement isolé, même lorsque les circonstances nous y contraignent. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Thibaut Ajaguin. Bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 sur 20. Aujourd'hui, on vous parle de la santé avec un grand S. Pour ce faire, on accueillera Cécile, psychologue installée à Lyon depuis quelques années. Avant de commencer cette magnifique et agréable émission, le tour de table habituel pour vous présenter l'équipe. On a un nouveau dans la bande aujourd'hui, c'est Nathan. Comment tu vas, Nathan ? Salut, ça va super bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu es prêt pour cette première ? Toujours prêt, on va essayer d'être au niveau. Super. Lui, je me demande s'il passe pas plus de temps au coin fumeur qu'en salle de rédac. En tout cas, ces papiers radio sont toujours de qualité. Lancelot, est-ce que tu es en forme ? En pleine forme. Super. Le prochain, si vous tenez à bien vous entendre avec lui, soyez poli, travailleur et surtout, ne lui parlez pas en mal de l'OM, ou ce sera la catastrophe. Vincent, bien ou bien ? Ça va et toi ? Ça va, super. Même discours pour mon prochain camarade, sauf qu'à lui, c'est de l'OL dont il ne faut pas se moquer. Il pourrait nous saouler toute la journée. Elliot, ça va ? Ça va super. Ça va. Nicolas, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas préparé de présentation. Ça fait plaisir. Mais t'es un beau gosse, t'es super, t'es un super radio. Enfin, voilà. Merci, salut Thibaut. Comme d'habitude, on commence par les chiffres du jour. Elliot, c'est toi qui t'en es chargé. Effectivement Thibaut, et on va commencer tout de suite avec un chiffre positif qui met de bonne humeur, quoi. Vu que voilà, c'est un sujet, la santé, qui n'est pas forcément toujours facile. Je voulais savoir, est-ce que vous saviez, vous, qu'en moyenne, on estime que 9 jeunes sur 10, donc quand je dis jeunes, j'entends des personnes de 18 à 24 ans, voilà, il y a 9 jeunes sur 10 de cet âge-là qui sont en bonne santé. Vous le saviez ? Alors justement, moi je vais rebondir sur ça. On verra un petit peu quels sont les critères, parce que c'est quand même étrange quoi, comme chiffre. En bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Donc, peut-être qu'on en reviendra. C'est des chiffres de C'est des chiffres du ministère de la Santé. Mais de 2020 ? Ouais, de 2020, c'est ça. D'accord. Et donc, c'était des chiffres qui ont été... C'est une étude qui a été menée avant, je crois, au tout début du Covid. Okay. Donc voilà, il faut savoir que ça a peut-être diminué depuis, mais voilà, globalement, il faut savoir qu'on estime qu'environ seulement 14% de ces jeunes, de la population des 18-24 ans, elle déclare une maladie chronique. Donc voilà, c'est un chiffre qui est quand même assez faible. Et puisque justement, on est dans une période de pandémie mondiale qui, je l'imagine, ne vous a pas échappé, on va parler un petit peu des jeunes et du Covid. Voilà, on estime qu'actuellement, sur les 2 dernières semaines en France, il y a eu 286 000 cas de coronavirus qui ont été recensés. Donc voilà, rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, parmi les personnes hospitalisées, il y a seulement 4% des personnes qui ont moins de 44 ans. Donc voilà, on entend peu parler des âges, etc. Voilà, on sait que c'est quand même les personnes âgées les plus touchées, mais c'est important de souligner ce chiffre. Et il y a environ 5% des personnes qui sont en réanimation qui sont aussi sous ce seuil-là des 44 ans. Mais le principal problème, ça reste le taux d'incidence. Alors vous allez me dire, le taux d'incidence, c'est quoi ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est ce qui correspond au nombre de cas positifs au coronavirus pour 100 000 habitants.
Et donc, c'est ce chiffre qui fait basculer en fait un département dans le rouge. Et il est calculé à partir des résultats des tests virologiques qui sont effectués. Et donc, pour reparler des jeunes, les 15-44 ans, cette fois-ci, donc plus ou moins jeunes, vous le comprendrez, ils font partie des plus touchés, avec un taux d'incidence de 254 la semaine dernière. Donc voilà, même si ce n'est pas forcément ceux qui ont les conséquences les plus graves, c'est malgré tout les personnes les plus touchées par ce virus. D'où le débat, est-ce qu'il faut confiner les jeunes ? Exactement. Merci beaucoup Elliot, tu nous en as pas mal appris, surtout sur le taux d'incidence, je ne savais pas que ça existait. Maintenant, on va recevoir, ou plutôt écouter notre invitée du jour, Cécile, psychologue sur Lyon. Elle répondait un peu plus tôt dans la journée aux questions de Vincent au sujet de la détresse des étudiants. On écoute ça maintenant. 20 sur 20, l'invité du jour. Bonjour Cécile, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Vincent. Avant toute chose, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on écoute quelque chose ensemble. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je suis couchée. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait, on n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence et qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ça m'aura coûté un rêve et j'en suis fortement déçu de moi-même et je me sens minable. J'ai eu pour la première fois des pensées suicidaires. J'ai plus d'espoir. On vient d'entendre plusieurs témoignages de jeunes recueillis par Hugo Décrypte. Comment est-ce que vous réagissez en entendant ça ? Je comprends. je pense que c'est une réalité qui est très générale en ce moment pour les étudiants et étudiantes de tout niveau et de tout milieu. Je crois que c'est compliqué. La question de l'identité, de faire quelque chose et finalement plus pouvoir le faire, mais chercher à faire quelque chose qui nous définit, c'est une question importante, surtout dans ces âges-là. Et je crois que les étudiants en ce moment sont très, très, très mis à mal à cause de la suspension des cours, à cause de moins de sociabilité, etc. C'est compliqué. Je suis tombé sur une étude Ipsos publiée le 28 janvier dernier, donc jeudi dernier, qui dit que 40% des jeunes font état de troubles anxieux généralisés, que 30% avouent avoir eu des pensées suicidaires ou ont songé au suicide. C'est un constat hyper alarmant. À long terme, est-ce qu'on peut imaginer quelles seront les répercussions de tous ces mots ? Ça dépend un petit peu de ce qui sera proposé aussi politiquement dans la prise en charge du soin et de la santé mentale. Je pense que effectivement c'est des chiffres alarmants, mais je crois aussi que cette pandémie, les effets à long terme les effets seront mesurés sur un plus long terme. Je pense que en psychiatrie, moi je travaille en psychiatrie adulte. Et on sait que les effets réels de la pandémie, le développement des troubles, etc., seront des choses qu'on mesurera plus clairement d'ici 1 ou 2 ans. Alors effectivement, les chiffres actuels sont inquiétants, mais si des choses sont mises en place de façon rapide et adaptée aux besoins et aux moyens, surtout des gens qui en souffrent, ça peut être quelque chose qui puisse être accompagné. Je réagis par rapport à ce que vous dites, justement. Comment les aider, ces jeunes-là en péril ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui nous écoutent, qui sont en détresse ? Eh bien, j'ai envie de leur dire que je les comprends, que je les invite à se renseigner sur ce que c'est que d'aller voir un ou une psychologue, parce que il y a beaucoup d'idées reçues, en fait, et je crois que c'est important de dire qu'on va chez le psy aussi quand on va pas bien ou quand on a un petit coup de blues ou de moins bien. On va pas que chez le psy quand on est fou ou quand on est en dépression sévère. Et du coup, ces jeunes personnes en souffrance, je les invite à soit aller voir un psychologue, soit se renseigner dans les villes. Il y a des numéros d'urgence qui ont été mis en place pour les personnes en détresse psychique, donc pas hésiter à appeler. Et puis le médecin traitant est toujours une porte d'entrée pour les soins qui peut être importante. En tout cas, de ne pas rester seul et de parler, de dire tout ce qui se passe et de ne pas rester seul avec les idées sombres ou les angoisses nombreuses. Vous pensez que le gouvernement il prend vraiment la mesure de la situation ? Je pense pas, personnellement, parce que je pense que les priorités ne sont pas
aujourd'hui dans la santé mentale. Les budgets de santé attribués à la santé, déjà général, c'est peu, mais alors la santé mentale, c'est très 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 peu par rapport aux besoins qu'il peut y avoir. Moi, je pense que le gouvernement mesure, mais se dit que ça va aller, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et alors qu'il y a besoin d'une réaction politique et d'une mise en place de moyens au niveau national ou même au niveau départemental ou des préfectures, qu'on ait quelque chose qui puisse se mettre en place. C'est la responsabilité des gens qui nous gouvernent, ça j'en suis convaincue. On parle justement du gouvernement, donc j'en profite pour vous poser cette question, vous y répondez oui ou non. Mais vous, est-ce que vous pensez à titre personnel que reconfiner les étudiants serait une bonne chose ? Non, enfin, reconfiner, ça dépend. Comme le premier confinement, non, je pense que c'est une mauvaise chose. Comme le second confinement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de permettre aux étudiants de faire leur métier d'étudiant, donc d'aller en cours, d'étudier, d'avoir accès aux bibliothèques, aux ressources documentaires dont ils et elles ont besoin. Ça, c'est important. De permettre de la sociabilité. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi les dernières annonces de Frédéric Vidal. Alors là, je parle des étudiants du coup à l'université, l'enseignement supérieur, qui disaient que la contamination c'était à cause des cafés et des chewing-gums qui étaient laissés par les étudiants. Bon voilà, je trouve que c'est un peu insultant. C'est ridicule. Oui. Une dernière question, après je vous laisse. Moi évidemment je pense aux étudiants en première année qui viennent de quitter le foyer familial et qui se retrouvent plongés dans la solitude. Et puis je pense aussi aux jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail cette année sans perspective d'avenir. Comment un jeune peut se construire sans vision à court et à moyen terme ? C'est difficile et je pense que la souffrance vient de là. Je pense vraiment que ce qui fait qu'on est en mouvement, ce qui fait qu'on se sent vivant, c'est effectivement, comme vous dites, des perspectives à moyen long terme, mais en tout cas une projection de soi, de se voir quelque part en train de faire quelque chose à un moment prochain. Et en fait, là, c'est comme si il y avait des mouvements contraires qui se mettaient en place à l'intérieur de chacun. C'est-à-dire, on me dit de suivre les cours, et en même temps, je ne sais pas vraiment comment est-ce que ça va pouvoir se conclure. Pour ceux qui sont en dernière année, les stages, c'est une catastrophe. On ne sait pas trop comment les écoles vont s'adapter aussi à cette détresse-là et à ce besoin de temps, parce qu'en fait, c'est une question de temporalité. Et je pense que la construction de soi et la construction de son identité dans des moments où il y a zéro projection possible, c'est ce qui met en souffrance. Et c'est là où c'est important d'avoir quelqu'un avec qui discuter de qu'est-ce qu'on est au-delà de ce qu'on attend de nous, au-delà de ce pourquoi on est à un endroit, ce pourquoi on a quitté le nid familial, etc., etc. Merci beaucoup Cécile, merci d'être passée répondre à nos questions. Eh ben, je vous en prie, bonne émission à vous aussi. Merci, très bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Et voilà, un magnifique sujet de Vincent. Merci Vincent. Une pensée à tous les étudiants qui vivent mal l'isolement aussi. On passe à toute autre chose. Quand on se penche sur la question de la santé chez les jeunes, on pense souvent à l'alcool, à la drogue, mais qu'en est-il des jeux vidéo ? Dans cette carte blanche, Nathan nous explique ce qu'il en est. À l'heure où des étudiants meurent de faim, d'autres se plaignent de ne pas réussir à avoir une PS5. Évidemment, j'en fais partie. Alors je vous le demande autour de cette table, qui joue régulièrement aux jeux vidéo ? Bon, ok. On a tous levé la main. Ouais. J'imaginais ça. Bon, vu que je suis le petit nouveau de la classe de 20 sur 20, j'ai bien fait mes devoirs et je suis parti faire mes petites recherches. Eh bien, croyez-moi, les chiffres font très mal. 6 jeunes sur 10 entre 12 et 23 ans souffriraient de problèmes physiques à cause du gaming. On retrouve en tête de cette liste des troubles au niveau des yeux, des douleurs au cou, à la nuque, à la tête, au pouce, au bras, enfin, j'en passe. Plus de la moitié de ces jeunes déclarent d'ailleurs ressentir un état émotionnellement négatif lorsqu'ils jouent, comme la culpabilité, l'épuisement, l'exagération ou l'isolement. L'enfermement est donc total, encore plus quand on sait qu'un jeune passe en moyenne 11 heures par semaine à jouer aux jeux vidéo. C'est assez énorme quand on pense au fait que cela n'englobe pas totalement l'utilisation totale des écrans. Et puis comme vous vous en doutez, jouer de nombreuses heures par semaine entraînerait rapidement un risque de dépendance chez le joueur, suivi d'un manque de sommeil constant. Ah bah oui, vous allez rapidement vous rendre compte que se coucher à 4 heures et se réveiller à 15 tous les jours n'est pas la meilleure des idées que vous aurez. C'est pas le mieux. Pour autant, en cette période difficile, les jeux vidéo peuvent peut-être améliorer la santé mentale. Une petite partie des jeunes joueurs de jeux vidéo trouvent en eux un moyen de fuir la réalité. C'est donc comme un exutoire en plus d'un divertissement que les jeux vidéo peuvent être considérés. Alors oui, l'étude est réalisée avec des jeux tels que Animal Crossing ou encore Plants vs Zombies. On risque pas de voir Jason raser son lycée de l'Arkansas avec ça. Mais le jeu vidéo est un lien, un partage, un moyen de garder pied sur terre dans un environnement fictif, un moyen de partager un moment de bonheur seul ou entre amis.
Plus la volonté du joueur est de se rattacher à un aspect positif, plus les sentiments sont logiquement positifs. Jouer pour le plaisir pendant une période comme l'a été le premier confinement n'apporterait donc pas d'aspect négatif à Titouan, décrit comme violent par sa mère après avoir crié parce qu'il a raté son goulag. Alors les amis, les jeux vidéo, c'est comme le second degré de Lancelot ou mon espoir de voir un joli match de Saint-Etienne un jour, c'est avec modération. Merci Nathan. Excellent. Bravo, ouais. Merci Nathan. Quelle carte Tu reviens blanche. quand tu veux. Avec plaisir. Quelle première Nathan. La suite maintenant avec le mini-journal de la rédac. Nico va nous parler des jeunes et des médecines alternatives, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc on ne va pas du tout rire. Donc aujourd'hui, nous allons parler médicaments et médecine alternative, effectivement. Alors on sait que les Français sont des gros consommateurs de médicaments. Nous sommes 15e au classement mondial de consommation par habitant, avec environ 400 € de dépenses annuelles. Alors pour avoir un ordre d'idée, la Grèce est première de ce classement, affichant 620 € de médicaments par an. Et pourtant, les médicaments conventionnels, si je puis dire, attirent de moins en moins, surtout chez les jeunes. Nous sommes à l'ère des médecines alternatives, homéopathie, acupuncture, art-thérapie, hypnose, luminothérapie et j'en passe. Ce sera environ 40% des Français qui auraient recours aux médecines alternatives. Alors il faut savoir que seules 4 de ces disciplines sont reconnues officiellement par l'ordre des médecins. L'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie et la mésothérapie, donc qui consiste en des injections de médicaments à l'endroit où les douleurs sont ressenties. Mais pourquoi un tel engouement pour ces médecines, reconnues ou pas? C'est la question que l'on s'est posée dans 20 sur 20. Et selon Cécile Chabot, acupunctrice à Lyon, c'est un phénomène local. Ils en ont confiance, ils ont confiance en l'acupuncture, surtout sur le bassin lyonnais. C'est vraiment une médecine douce qui a une bonne réputation sur la ville de Lyon. C'est quelque chose qui est vraiment rentré plus dans les mœurs. Après, je pense que c'est vraiment propre à la ville. On pourrait donc parler d'une espèce de mode des médecines alternatives que l'on retrouve surtout dans les grandes villes comme Paris ou Bordeaux et ici à Lyon. Les gens ont de plus en plus confiance envers ces moyens de se soigner, surtout les jeunes, comme je l'ai dit. Cécile Chabot m'expliquait notamment qu'elle voit également plus d'étudiants et de jeunes globalement venir dans son cabinet. Ça, c'est une réalité pour l'acupuncture, mais c'est le cas des autres médecines alternatives. Il y a un réel engouement autour d'elle et les principaux intéressés nous expliquent pourquoi. Ça dépend. Si le médecin classique, moi, dans un premier temps, je vais chez un médecin classique. Si lui m'oriente, il me dit il faut absolument que tu ailles là-bas, j'y vais. J'aime à croire que notre cerveau est maître de notre corps et inversement, et que toutes les drogues, entre gros guillemets, qu'il y a dans les médicaments ne sont pas forcément nécessaires. Donc si c'est nécessaire, bien sûr, je vais prendre des médicaments sans souci. Mais si je pense que c'est un problème qu'on peut régler par le psychique ou par des médecines alternatives, je vais préférer ça d'abord. Moi, c'est intéressant aussi, c'est une autre forme de médecine et ça marche tout autant que les médicaments. Et à la rigueur, c'est peut-être mieux pour la santé. Mieux pour la santé. Paradoxal, alors qu'on parle de médicaments, et pourtant ça reflète bien ce que j'ai entendu en réalisant ce micro-trottoir. Les médicaments sont un peu victimes de tous les scandales pharmaceutiques, Mediator, Distilben, Diana 35 et bien d'autres. L'heure est à la méfiance donc, alors quel avenir pour les médecines alternatives? C'est un sujet qui fait polémique sur plusieurs points, les formations, parfois inexistantes, et surtout le remboursement de la sécurité sociale. Que faut-il rembourser ou ne pas rembourser? Telle est la question. Super. Les étudiants vivent une situation particulière depuis des mois et certains vivent mal les différents confinements, en particulier de devoir suivre les cours en ligne, un sujet de Lancelot Maisonnier. Et oui Thibaut, on en a déjà un peu parlé, notamment dans l'interview réalisée par Vincent, mais les étudiants sont parfois en grande difficulté face à cette situation où rester enfermés toute la journée pèse énormément sur leur mental et sur leur motivation à suivre les cours. Et c'est un phénomène qui n'atteint pas que les étudiants isolés ou en difficulté financière. Une grande majorité d'entre eux ont déjà ressenti ou ressentent encore un coup de blues, une petite déprime. Une fois qu'on a passé les premiers temps de c'est pas si mal d'être chez soi toute la journée, pas besoin de me lever, je peux suivre les cours depuis mon lit, etc. La réalité de nos modes de vie, et Cécile nous en a parlé, c'est qu'on doit toujours être en mouvement et donc on est rattrapé par cette réalité et l'ennui nous gagne rapidement et suivre les cours devient plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et Clara, qui est étudiante en master de sciences politiques, nous explique. À la longue, ça devient très lassant parce que suivre des cours pendant 2, 3, voire 4 heures derrière un écran avec seulement des interactions en ligne, c'est compliqué de suivre. Puis aussi, le cours, il y a toujours plein de problèmes, les connexions des professeurs qui marchent pas bien, donc l'enseignement est de moins bonne qualité.
Une situation qui s'éternise et les étudiants se sentent délaissés par un exécutif absent. Ça fait maintenant 1 an, avec une parenthèse de 2 mois à cette rentrée, que les amphis sont fermés. Que les seuls contacts pédagogiques se font à travers un écran qui défile un PowerPoint de 50 pages sans aucune interaction, plus de projets stimulants, plus d'émulation de groupe. Pourtant, il faut quand même être en mesure de réussir des examens, eux aussi en ligne. César, étudiant en première année, m'a confié par message le stress de réussir ses examens ou ses rattrapages, auquel cas il y a un risque de se faire renvoyer par son école. En première année en plus, où il n'a rencontré aucun camarade de classe réellement, ne connaît pas ses professeurs, c'est un peu débrouille-toi et puis on verra bien, quoi. Alors bien sûr, je ne connais pas la solution miracle et les étudiants ne sont pas les seuls à pâtir des conditions actuelles. Mais la situation des étudiants est plus que préoccupante et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont commencé à alerter, à se faire entendre en manifestant, en lançant des projets solidaires. La priorité a été mise depuis 1 an sur protéger nos aînés et c'est primordial, il est inconcevable de les laisser. Pour autant, je ne crois pas que pour cela il faille sacrifier une autre génération. Merci à tous les deux, Nicolas et Lancelot, vous êtes des as de l'enrobé. Il est temps de passer au moment détente, celui que vous attendez tous, le jeu super fun. Et c'est mieux avec un jingle. Et maintenant, l'heure du jeu super fun, le jeu. Alors Elliot, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Eh bien écoute, je vous ai préparé quelque chose de hyper original comme d'habitude, des questions avec des points, c'est toujours aussi fun. Donc voilà, aujourd'hui on est dans le domaine de la santé et j'ai longuement réfléchi et je me suis dit que j'allais vous faire deviner des médecins célèbres. Et alors attention, parce que là vous allez me dire, oui Nicolas il a triché, Nicolas il a révisé, sauf que j'ai pris en compte cela et du coup j'ai fait que des médecins fictifs qui n'existent pas, ce qui vient contrecarrer les plans de ce monsieur. Voilà. Parce qu'on doit s'adapter évidemment aux tricheries de monsieur Delattre. Dr Pepper. Enfin bref. Donc je vais vous faire le déroulé comme d'habitude. Et donc le premier qui a la réponse l'a dit. Et voilà. Avec Nico, ça va être compliqué pour le micro. Je prendrai le point de celui qui l'a dit en premier. Alors on va commencer par simple. Donc je suis plutôt connu grâce à mon meilleur ami, même si je l'aide beaucoup. Dr Watson. Exactement. Il vient de le lire. Donc voilà, j'allais dire, même si je l'aide beaucoup dans ses enquêtes, je ne travaille pas dans un bloc opératoire ou dans un hôpital, mais plutôt là où le vent me mène. Mon créateur est Sir Arthur Conan Doyle. Le mot élémentaire me résume certainement le mieux. Dr Watson. Ça fait un premier point pour Lancelot. Si quelqu'un peut compter les points, je sais pas. Je les compte. Allez, tu les comptes, c'est parfait. Je vais cacher parce que là, j'ai l'impression que Lancelot, c'est un petit peu suspect quand même. Ouais. Alors, le talent, si je vous dis bip bip, je suis plutôt maladroit, mais médecin malgré moi. Attention à mon scalpel. Dr Maboul. Exactement, c'est Dr Maboul. Attention à mon scalpel, mais surtout à ma maladresse. Les objets que j'attrape dans mes patients sont souvent peu communs et attention au rebord du corps humain où l'alarme se déclenche. Ça sera alors à un autre joueur d'essayer à ma place. Dr Maboul. Ça fait 2 points pour Lancelot. Il s'agirait de se réveiller, messieurs. Il a toutes les réponses, il regarde. Je suis à la tête de l'hôpital de Princeton-Plainsboro. Dr Doolittle. Exactement, c'est Dr House. Nathan, tu as la bonne réponse. Je suis un médecin misanthrope aux méthodes peu conventionnelles. À chaque épisode, je résous un mystère médical posé par un patient avec l'aide de mon équipe. Je boite et me déplace grâce à une canne. L'acteur qui m'incarne est un Anglais et se nomme Hugh Laurie, Dr House. Ça fait un point pour Nathan. J'ai dit au hasard. Allez, avant-dernière question. Je suis neurochirurgien de très bonne... Non, donc tu ne pourras plus répondre. Dr Gray. Non, je suis neurochirurgien de très bonne réputation, titulaire en neurochirurgie à l'hôpital Seattle Grace. J'ai cependant une vie privée trouble. Il me faut le vrai nom. Dr Strange. C'est Dr Mamour, arrêtez. Dr Strange, on m'appelle Dr Mamour. J'ai cependant une vie trouble entretenant une relation particulière avec une interne de mon hôpital. Mais oui, c'est Dr Mamour. Appelée à travailler parfois sous mes ordres, qui deviendra ma femme avec qui j'aurai 3 enfants. On me surnomme aussi Dr Mamour et je suis interprété par Patrick Dempsey. Dr Mamour, arrêtez. Sauf que c'était dans mon énoncé, il faut le vrai nom. Désolé gros. Je sais même pas qui c'est. Et bah c'était le docteur Derek Shepard. Derek Shepard. Grey's Anatomy, d'accord. Et vous m'accordez pas Dr Mamour, vous êtes vraiment des salauds. Je n'accepte pas le point, et sachant que quand on donne une réponse et que c'est faux, on ne peut plus répondre normalement. Donc sachant que tu avais déjà donné une réponse. Ouais, mais bon, j'ai dit 4 fois la même, donc voilà. Allez, dernière question. Donc encore une fois, peu conventionnel. Je suis le directeur de mon établissement médical, toujours le premier pour faire des magouilles, mais le dernier pour sauver des vies. J'ai participé à une sitcom dans les années 2000 qui a duré 4 saisons. Dans ma série, on m'a notamment surnommé le Proxo de Babelwed ou encore Maxou le Fondu. C'est le docteur dans H, non ? Je joue aux côtés de Jamel Debbouze et Eric Ramsey dans cette série. Je sais pas comment il s'appelle. Allez. Je sais pas comment il s'appelle. Je l'ai pas. C'est le professeur. Professeur. Ah, je l'ai plus. En plus, c'est un faux nom parce que. Ouais, enfin, je sais plus. Je l'ai pas. Écoutez, je vais vous donner. Personne ? Tu sais pas Thibaut non plus ? Et bah, c'était le docteur Maximilien Strauss. Ah, voilà, Strauss. Voilà, donc ça fait 2 points. Ça fait 2 points pour Lancelot et 1 point pour Nathan. Et voilà, on va se quitter là-dessus. Thibaut, je te rends la parole.
Pourquoi pas Petit bug, mais Pourquoi écoute, pas si t'as envie d'en finir à ce point-là, On adore on ce arrête générique, l'émission, mais pourquoi vas-y, pas je t'en prie. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. J'ai encore oublié d'écrire la fin. C'est vraiment pas une blague. Mais c'est pas grave. Suivez-nous sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Suivez l'Insta de Nathan parce que c'est un gars super sympa. C'est vrai. À bientôt pour une prochaine émission. C'est gentil pour la Salut à tous. Salut. Salut. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Thibaut Ajaguin.